Donc j'ai participé fin février à une conférence à Strasbourg et j'étais très intéressée par ce que disait M. Jacques Lang, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui confirmait en fait ce que disent les familles très pauvres d'Europe quand elles disent avec la crise, notre vie devient de plus en plus difficile. Elles disent en fait que les droits reculent, elles disent que la suspicion à leur égard augmente, elles disent nous sommes en fait les premiers à payer les dettes de nos États, nous sommes les premiers à payer le prix des mesures de rigueur et d'austérité. Et M. Jacques Lang exprimait que les efforts des pauvres à eux seuls ne suffiront pas, c'est de la responsabilité des États de mettre en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté et de garantir que les droits soient vraiment garantis à tous les citoyens. Alors que la déclaration adoptée ces derniers jours affirme une ambition forte, j'ai beaucoup entendu dire, en fait, le défi du XXIe siècle, c'est pas la grande pauvreté. Le défi du XXIe siècle, c'est l'appauvrissement et c'est la précarisation. Et j'entendais dire qu'au fond, il existait un sentiment d'une précarité généralisée. C'est en fait passer sous silence la persistance de l'extrême pauvreté en Europe. Et donc ce discours n'est pas nouveau, mais il est dangereux, parce qu'il continue à propager dans nos sociétés un climat de crainte, d'inquiétude, de pessimisme. On va diminuer la pauvreté de 50%, c'est ce qu'on dit par exemple avec les objectifs du millénaire, où on dit on va sortir de la pauvreté 20 millions des Européens. Ça c'est dans la stratégie 2020 au niveau de l'Union européenne. Mais tant qu'on dit des choses comme ça, on laisse entendre à la fois aux familles très pauvres, mais aussi à l'ensemble de la population, que certains peuvent être abandonnés. Et ça, c'est une menace pour chacun dans une société. Ça crée de la crainte pour chacun. Ça ne crée pas cette sécurité qui permet aussi d'oser, y compris face aux crises, d'oser ensemble, parce qu'on sait qu'on va être solidaires les uns des autres et qu'on ne se laissera pas tomber. J'étais très intéressée par l'exemple amené par un représentant de l'Islande qui nous expliquait comment son pays, à un moment donné, ça on l'a beaucoup entendu, a refusé de payer pour les banques, mais surtout a refusé que les droits reculent, a choisi délibérément de respecter toutes ses obligations dans le domaine social, dans le domaine de la protection sociale, en augmentant même, alors qu'on dit c'est la crise partout, en augmentant même le revenu minimum, les prestations sociales, les soutiens aux personnes et aux familles, et disait notre pays est en voie de redressement. Quand on choisit de n'abandonner personne, tout le monde y gagne. Ce qu'on sait qu'on peut mettre en route tout de suite, et il ne faut pas attendre, c'est de s'associer avec les personnes et les familles en situation de grande pauvreté partout là où on est. Et je prendrai un exemple, c'est la façon dont en France, des acteurs clés de l'éducation ont travaillé pendant plusieurs années ensemble. Et dans ces acteurs clés, il y avait des parents, des familles, des jeunes confrontés à la grande pauvreté. Ils se sont rencontrés, découverts, ils ont travaillé ensemble et ils ont réussi à faire des propositions extrêmement intéressantes et qui font aujourd'hui leur chemin, aussi au niveau politique, des propositions pour une école de la coopération et pas de la compétition. Au fond, affirmer qu'on n'abandonnera personne, que c'est vraiment notre choix délibéré, c'est créer une confiance qu'on peut oser ensemble parce qu'on ne se laissera pas tomber.